Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est bon. Bonjour tout le monde. Merci de venir à notre aujourd'hui sur l'exploitation de conteneurs en production. Pour cette fin de journée donc, à Xebicon. Aujourd'hui, on va vous parler de comment faire du conteneur en prod, concrètement. Parce qu'on entend beaucoup parler de conteneurs. C'est encore mieux de pouvoir en faire en production et pas que sur des environnements dev. Et l'enjeu de ce slot, c'est un petit peu de voir comment est-ce qu'on peut faire du conteneur en production. Donc, je suis Jean-Pascal Thierry, je suis consultant chez Xebia depuis 3 ans maintenant. Je suis initialement un développeur back Java, pour être très... Voilà, j'en fais encore d'ailleurs. J'ai eu la chance de travailler 15 mois sur Codokojo, qui est une plateforme open source de mise à disposition d'usines logicielles. Et à cette occasion-là, j'ai mis les mains dans le cambouis. Et puis, même si on était sur du cloud, il a bien fallu que je fasse du maintien en conditions opérationnelles d'exploitation de conteneurs en prod, parce que Codokojo est basé essentiellement sur du conteneur. D'où ma présence sur ce slot aujourd'hui. Et j'ai eu la chance de faire ce slot donc, avec Jonathan. Donc, je suis Jonathan Raff, donc je suis expert technique, donc je touche un peu à tout. J'ai un background d'ingénieur système, donc là-dessus, j'ai un gros historique sur la partie opérationnelle, de manière à savoir un peu tout ce qui est attendu par l'opération. De cette manière, du coup, on va continuer un petit peu sur le sol, justement, en utilisant mon expérience passée, justement, de besoins de production par rapport justement à Jean-Pascal, qui lui va me expliquer tout ce qui est besoin et en tout cas ses souhaits pour déployer des conteneurs en production. Là-dessus, du coup, déjà, vous avez dû entendre parler de Docker et Rocket. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, déjà, première chose, de plus en plus, vous avez des conteneurs qui partent en production. Vous avez vos développeurs qui veulent livrer des applications sous forme de conteneurs et vous vous demandez déjà pourquoi ils se sont mis à me livrer ces applications de cette manière. Pourquoi? Déjà, il y a le 12 Factor Manifest qui, lui, décrit des manières de développer et release des applications pour les conteneurs. Alors, ça définit plusieurs critères qui sont autour du fait d'être agnostique de la plateforme, d'être agnostique au système, d'être agnostique à sur quoi je vais le déployer. De cette manière, c'est plusieurs critères qui ont été définis et les conteneurs permettent d'implémenter ces critères très facilement. Parce que du coup, on peut lancer un conteneur, il se lance avec son environnement et il fonctionne. Deuxième point là-dessus, qui est quand même pas mal, c'est que ce qui permet en développement, ça permet directement de pouvoir faire une application, jouer les tests sur l'application qui a été release, dans le conteneur, dans son environnement. Du coup, l'application fonctionne dans son environnement fourni, elle est livrée, elle fonctionnera de la même manière. Du coup, elle est déjà testée. Elle est déjà testée, fonctionnelle, on s'assure de ça. Donc, du coup, la tagline de Docker, build, ship and run any app anywhere. Donc, forcément, c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. On va se baser sur cette unité de déploiement qui est le conteneur. Mais tu me parles de conteneur en production. Moi, j'ai ma production, je n'utilise pas de conteneur, j'ai mes serveurs, je m'occupe de déployer mon application sur un Tomcat, sur un WebSphere, et ça se passe très bien. Je n'ai pas besoin que tu me parles de conteneur, je veux déjà mes environnements déjà. Bon, on va passer un petit peu en revue du coup ce qu'un Ops sera en droit d'attendre. Alors oui, je suis développeur back, mais moi j'ai quand même besoin que mes applis partent en prod, et pour ça je vais répondre aux besoins de mes Ops. Ils ont 3 axes majoritairement des équipes d'Ops. Est-ce qu'il y a des Ops déjà dans la salle? Juste pour savoir, ou des sysadmins, ou ce qu'on appelle, d'accord. Le reste, vous êtes développeurs, j'imagine, ou il y a des développeurs? Moins? D'accord, ok. C'est bien, c'est moite-moite, ça fait plaisir, parce qu'en général, ce genre de slot, on a beaucoup de devs et pas beaucoup d'Ops. Donc oui, pour un Ops, il y a 3 axes qui sont assez importants pour lui. C'est la métrologie, la supervision et l'alerting. Alors mettons-nous d'accord juste sur la terminologie. La supervision, on appelle ça souvent aussi le monitoring, des fois. C'est ce qu'on va plutôt appeler la partie centralisation de log, les événements business de l'application. La métrologie, c'est plus le suivi de données numéraires sur l'état de la plateforme. On en reviendra un petit peu plus tard sur ces différents sujets, bien sûr, on va les approfondir. Et l'alerting, c'est OK, on a des choses, on a des événements qui sont stockés, qu'on peut requêter. C'est bien de voir que la plateforme est en train de tomber. Il faut encore aller alerter les gens qui vont pouvoir agir, réaliser des actions qui vont pouvoir faire en sorte que la plateforme reste up, voire peut-être automatiser certaines actions, ça peut s'envisager. En gros, un Ops, il a besoin, si je devais résumer, un Ops, il a besoin de visibilité. C'est important, il ne peut pas être aveugle.
On ne peut pas lui dire ok, ça va tourner, c'est magique. Moi, développeur, je te garantis que mon service, il fonctionnera toujours. Jamais il ne plante. Soyons honnêtes, ça n'arrive jamais. Donc pourquoi la production, en général, elle a un peu peur de voir débarquer les conteneurs. Alors, amis Ops, ne vous offusquez pas de ce titre de slide. Hein. C'est compréhensif. En général, historiquement, une équipe d'Ops, elle a des outils qui ne sont pas du tout prévus pour accueillir des conteneurs en prod. On change complètement de paradigme, on va voir tout après pourquoi. Hein. Mais surtout, c'est que voilà, en général, on bichonne un serveur, on fait ce qu'on appelle, nous, du babysitting sur un serveur, on sait ce qu'il fait, on sait ce qu'il héberge, on le bichonne, on va aller le tuner, le paramétrer. On a des middleware qui existent, qui sont là, qui nous fournissent déjà des métriques, qui sont déjà éprouvées, qu'on connaît depuis longtemps. C'est des vieux compagnons de route. Et puis surtout, tout notre triage qui nous permet d'avoir la visibilité sur ces différents outils ou systèmes applicatifs, on les connaît déjà, ils sont là et ils sont très orientés sur les serveurs. On a souvent des solutions qui sont très tout en un, où on a toute cette partie métrologie, supervision et alerting, éventuellement, qui sont déjà regroupées et qui sont très axées sur les serveurs. Et quand on leur dit bonjour, je débarque avec des conteneurs, on vient casser un peu tout ça, quoi. Nous, développeurs. Je m'explique. On a des outils qui sont très orientés serveur sur agent, quoi. Et en gros, là où on parle maintenant plus de cloudification, c'est plus des choses qui sont nouvelles pour vous. On vient déjà casser la notion de babysitting de serveur. On n'a plus un serveur, on en a N. C'est-à-dire qu'on ne connaît même plus le nombre de serveurs qu'on a. On peut éventuellement en tuer, etc. Soit, mais on a encore une notion de j'ai un serveur pour une appli en général. La centralisation des logs à l'heure actuelle, elle est encore très peu répandue. Et quand on fait de la cloudification, c'est des choses où on ne peut pas s'en passer de centralisation de logs. On verra tout de suite après pourquoi. Et alors c'est encore pire avec des conteneurs. Et du coup, on a une approche qui est très centrée sur les serveurs. L'image qu'on a des conteneurs, celle-là, elle ressort très très souvent dans beaucoup de slots. Je suis désolé, je n'ai pas trouvé plus original. Mais en gros, votre Ops, il va souvent penser à conteneurs, il va souvent penser à celle-là. Pourquoi ? Des fois, les conteneurs, ça crache, ça tombe. Là, on ne voit pas, mais il y a des conteneurs qui sont tombés à l'eau. Hein. Il y en a qui sont cassés. Est-ce qu'on peut les récupérer ? Oui, non. Est-ce qu'il y en a que je peux sauver ? Si oui, comment ? Et surtout, j'ai des conteneurs qui sont passés à la baille et je ne sais pas où. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que je dois faire quelque chose ? Oui, non. Un Ops, il a besoin d'être rassuré vis-à-vis de tous ces sujets-là, quoi, parce que si on lui dit qu'il a la moitié des conteneurs de l'application qui sont tombés, est-ce qu'il doit s'inquiéter ? Oui, non. Il doit tirer la sonnette d'alarme. Bon, il faut qu'on l'aide un petit peu et qu'on fournisse des outils. C'est un peu le but de ce slot. Ça tombe très bien. Du coup, dans le cas de ce slot, on va passer à parler de conteneurs. Mais du coup, ces conteneurs, qu'est-ce qu'ils nous apportent ? Qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut finalement pas appliquer la même approche qu'avant ? Première chose, déjà, on a un changement d'approche qui s'impose. Déjà, première chose, je ne peux pas installer mon agent. Donc déjà, je ne peux pas le monitorer. Je peux pas j'ai déjà mes habitudes qui sont rompues par rapport à mon agent Nagios, mon agent Centreon, mon agent HPOV ou autre chose. Du coup, ça cause quelques problèmes déjà. Pareil, pour le suivi d'audit, de manière générale, les admins ont tendance à aimer avoir un suivi de ce qui se passe sur le serveur. Donc le suivi qui est de type audit. Ça veut dire, cet utilisateur s'est connecté, il a fait telle commande, il s'est déconnecté. Par exemple, pour les admins, par exemple, en général. Même chose, on va avoir aussi un problème de gestion, de tracing d'application. On va avoir l'application qui s'appelle, qui a un nom d'un UID complètement inintelligible, qui est D914 quelque chose. C'est quoi cette appli ? J'en fais quoi ? Dernier point, c'est j'ai des logs sur cette application, mais ils correspondent à quoi du coup ? Parce que justement, j'ai cette application qui a un UID, je ne sais pas ce qu'elle log en réalité. Ensuite, faut bien comprendre quelque chose. Un conteneur, c'est une unité d'exécution. Il ne fait que ça. Il n'a pas d'état, il n'a pas de données stockées en local. Son idée, c'est de vraiment exécuter des instructions que vous lui avez données. Les instructions étant l'application. Donc, dans ce cadre-là, comme c'est un exécutant, ça peut être normal qu'il disparaisse. Ça ne doit pas poser problème, parce que justement, il peut disparaître, et il sera respawné, il sera remplacé dans un cycle de vie de mise à jour, peut-être de problèmes de fail, peut-être de perte de serveur. Mais du coup, il va se déplacer. Il va changer de serveur, il va se relancer.
Donc c'est normal. Attention, justement, ça ne doit pas être important son placement du coup. On doit bien penser au fait que quand on lance un conteneur, peu importe où il va être lancé, donc peu importe sur quel serveur il va être lancé, il doit quand même fonctionner. Donc justement, cet emplacement ne doit pas être une info importante, que ce soit pour se dire je stocke les données localement ici, ou que ce soit pour dire je sais que ici j'ai la proximité plus proche par exemple de mes bases de données, du coup c'est meilleur ici. C'est pas quelque chose qui doit rentrer en compte à ce moment-là. Vous devez faire en sorte que ça soit transparent pour vous, en tout cas au niveau du run. Dernier point, un hôte peut héberger plusieurs applications qui peuvent être des applications différentes en réalité, ou alors des microservices différents d'une même appli. Du coup, vous ne pouvez pas vraiment catégoriser un hôte comme hébergeant les logs d'une seule application. Vous allez avoir plein d'applications différentes, et du coup, dans votre logging, vous allez avoir plein de logs qui ne sont pas forcément de rapport entre eux. Donc il faut pouvoir les tracer. En fait, tout ce que vient de remonter là, Jonathan, c'est des choses que nous, développeurs, on vend quelque part aussi. On dit les avantages des conteneurs, c'est ça. C'est de ne pas être couplé, de pouvoir scaler, de ne consommer que ce qu'on a vraiment besoin en termes d'utilité, d'hyper-mutualiser. C'est d'autant d'arguments, c'est les mêmes arguments qui peuvent faire peur à des équipes d'ops aussi, et qui font qu'on est en train de casser leur paradigme existant. Donc dans la suite de ça, on va avoir un dernier point. Là, j'ai parlé de tous les problèmes qu'on peut voir. Mais en fait, là-dessus, quand on y réfléchit, on va appliquer des architectures de type microservice maintenant sur les applications. Donc ces architectures, justement, se basent sur ce paradigme, en tout cas se basent sur le fait d'avoir plein de petits services qui vont chacun avoir une application qui est lancée. Et du coup, on va avoir des logs par application. Et du coup, ils vont être distribués sur un cluster, sur une ferme de machines, sur plusieurs machines en tout cas, qui vont avoir leurs logs. Du coup, il faut arrêter d'avoir la notion d'avoir qu'un seul service système. Avant, je me disais, j'ai mon super WebSphere qui avait mon application dedans, qui tournait. Et maintenant, en fait, mon application, elle dépend de 18 microservices qui sont sur des machines différentes. Et en fait, si j'en ai un qui tombe, bah, finalement, lui-même, peut-être que c'est pas très grave, peut-être que c'est grave, mais j'en sais pas forcément quelque chose. Et après, il faut pouvoir le suivre, du coup. Mais du coup, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'a plus vraiment cette notion de service système. On a une notion d'un ensemble de services qui ont des interdépendances et du coup qui doivent être suivis. Ensuite, on a du coup les conteneurs démarrent, s'arrêtent, sont remplacés. Comme je disais, c'est des systèmes d'orchestration. Donc, vous avez peut-être entendu parler de Mesos, Marathon, Kubernetes, Swarm ou autre. Nomad. Bon, ça, vous êtes à peu près tous au courant de ce genre de choses. Donc, du coup, sur ces systèmes-là, vous allez avoir un conteneur qui est spawné, qui a un système de health check, de manière générale, qui va surveiller le conteneur. Et si le conteneur ne répond plus à ce health check correctement, il va être tué et relancé. Et du coup, relancé sur une autre machine. Donc, même problème, on se retrouve sur une autre machine qui se déplace et on ne peut pas tellement suivre, on ne peut pas se dire, sur ce nœud, ben, je sais que j'ai ça. Parce qu'en fait, il s'est déplacé. Sauf contrainte et autres de l'orchestrateur. Et ça dépend après de vos besoins. Donc, du coup, vous devez vraiment avoir une vue qui est globale de tout ça. On doit arrêter de s'attacher au fait que c'est des machines, que c'est quelque chose dont les applications sont liées aux machines. Il faut raisonner en service. Il faut raisonner dans un service fourni qui lui-même va devoir être surveillé. Alors, ça peut être très vite la panique d'un point de vue opérationnel. Un conteneur, il faut, comme le dit très justement Jonathan, c'est un service et il n'est plus abichonné sur une machine. Et puis même en dehors de ça, un conteneur, il a un cycle de vie qui est complètement différent de ce qu'on pouvait faire auparavant. Quand je dis auparavant, c'est les bonnes vieilles applications WebSphere, Tomcat et autres. Un conteneur, il peut changer de serveur, de localisation, il peut être coupé, relancé, il peut être relancé ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement normal. Jonathan l'a dit tout à l'heure, un conteneur, pour bien faire, ne doit pas stocker de données métiers ou être assez immutable. Une image Docker, elle est immutable, son conteneur aussi. Vu qu'on ne sait pas où est-ce qu'il va tourner, il faut éviter qu'il stocke des données. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont essayé de faire du data store avec du conteneur. C'est assez compliqué à réaliser. Et c'est rarement couronné de succès. C'est pas pour rien. Il y a certaines choses que les ops avaient l'habitude de faire qu'ils ne pourront plus faire sur des conteneurs. Par exemple, faire les updates de sécurité de l'OS qui seraient éventuellement contenus dans le conteneur. Voilà, admettons, j'ai une image Docker pour mon service qui est basée sur une Debian. Est-ce que ça a fait sens que mon opérateur se connecte en SSH sur le conteneur pour aller faire un apt-get update? Pas sûr. Pareil pour les sécurités, les libres de failles, etc. La bonne pratique sur des conteneurs, c'est pas tant d'aller l'updater, c'est d'aller updater l'image et d'aller changer, d'aller tuer l'ancien service, l'ancien conteneur et de relancer le nouveau basé sur l'image qui est mis à jour.
Et ça, c'est des choses qu'il faut réussir à intégrer auprès des équipes Ops. Est-ce qu'il y a des choses que je peux aller vérifier sur mon conteneur du coup? Parce que si j'ai plus le droit de me connecter en SSH dedans, comment est-ce que je fais pour aller voir dedans? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je sais s'il est à jour? Voilà. Est-ce qu'il serait possible d'envisager que ces conteneurs exposent des métriques par eux-mêmes? Parce qu'au final, si je ne peux pas rentrer dedans, est-ce qu'ils peuvent me sortir des données qui seraient utiles pour les équipes d'Ops? Voire même nous, développeurs, hein, est-ce qu'on n'est pas en capacité de fournir un ensemble de métriques ou de logs qui permettraient de donner la vision à nos équipes Ops pour assurer l'exploitation de nos conteneurs? Du coup, suite à ça, j'ai été voir un petit peu le métier, je me suis dit à quoi ils s'attendaient. Du coup, moi, je m'attends en tant qu'Ops à avoir une vision peut-être technique de tout ça. Après, côté métier, ils s'attendent aussi à avoir une vision justement métier de l'application. Par exemple, pour un site e-commerce, ça s'attend à avoir un nombre de commandes par seconde, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que j'ai perdu des commandes, etc. Du coup, on va commencer à réfléchir à une première étape. Dans le premier building block, la vue d'ensemble. Du coup, en partant de là, on va se focaliser déjà sur le point le plus important. Le point le plus important justement de cette vue, d'une supervision au final, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe du point de vue global sur l'application. Donc savoir si son service, elle le fournit toujours. J'ai un site e-commerce, est-ce que les clients peuvent toujours acheter? J'ai un site qui fournit par exemple du machine learning, qui fournit par exemple, imaginons Dialogflow, est-ce que le service répond toujours? Ce genre de choses, je dois pouvoir le savoir. Et c'est pas en me disant forcément des échecs techniques, je dois avoir peut-être une vision de métier de ça. Ensuite, ces métriques, c'est bien beau que moi en tant qu'Ops je les vois parce que ça peut m'intéresser pour débugger, pour troubleshooter, mais peut-être que le métier voudrait peut-être bien les voir aussi. Parce qu'en fait, il va peut-être savoir et peut-être faire des décisions là-dessus plus tard. Me disant, en fait, j'ai vu que sur telle page, par exemple, dans le tunnel de vente, on n'a plus beaucoup de ventes. Peut-être qu'il faut qu'on fasse une opération marketing. Peut-être. Donc à partir de là, on va falloir qu'on commence à faire une première chose. On va centraliser les logs. Donc centraliser les logs à un seul endroit, c'est quelque chose qui est très important du coup pour avoir un point de vue global de l'application. Surtout dans une optique de microservices, vous allez avoir vos services qui vont être à chaque fois chacun loguer une opération, mais du coup qui va ensuite interagir avec un autre service qui lui-même va loguer une opération, avec un autre service ensuite qui va aussi faire une opération, etc., etc. Du coup, il vous faut une chronologie. Pour cette chronologie, vous allez avoir justement besoin de centraliser tous ces logs. Donc, tout ça, ça se fait déjà actuellement. Vous pouvez déjà le faire en réalité. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais les Ops utilisent R6log, de manière générale, ou syslog. R6log, c'est intégré par défaut dans les distribs. Vous pouvez le configurer en réalité et lui dire envoie-moi les logs à un endroit. Et pour les conteneurs s'intègrent très bien avec cet outil, de manière à envoyer justement tous leurs logs sur cet outil pour les centraliser à un endroit et ensuite les forwarder aussi. Donc déjà, vous allez pouvoir récupérer de manière générale tous vos logs à un seul endroit. Attention que tout de même, point important, il faut que vous loguiez sur vos applications sur stdout, parce que vous avez besoin de remonter vos logs justement du point de vue de la vue de log du conteneur. Ça, c'est pour nous les développeurs back. On va pousser sur les stdout plutôt qu'un fichier dans le conteneur qui ne sera jamais lisible. Exactement, donc attention à vos configurations SLF4J ou logback. Point suivant, du coup, la configuration pour Docker, c'est une ligne, donc un JSON avec une ligne dedans. Une fois ça c'est fait, ça envoie tous vos logs directement sur R6log ou syslog, et ensuite vous pouvez faire ce que vous voulez avec R6log derrière. Sur Rocket, c'est la même chose, c'est un flag, donc avec CoreOS du coup, vous le faites, vous le mettez en place, vous redémarrez votre système ou juste Docker dans le cadre Docker, et c'est reparti. Attention tout de même, je reviens sur la configuration Docker. Vous allez avoir ce petit flag, logopt, tag également tag, qui va justement vous permettre de taguer vos logs. En taguant vos logs, vous allez pouvoir justement discriminer vos logs et savoir de quelle application ils viennent. En tout cas, par exemple, vous avez une myriade de microservices pour une application, vous allez pouvoir taguer pour tous les contenants de cette application, app égale mon application, et par exemple rôle égale quelque chose. Vous allez pouvoir mettre plusieurs tags dessus, du coup, ce qui va vous permettre de catégoriser, de pouvoir filtrer. Donc, tout ça, ça se fait avec R6log. Donc R6log, lui, derrière, on est capable de pouvoir envoyer tous ces logs. Donc moi, je vais vous parler un petit peu de Kafka, rapidement. Donc pourquoi Kafka déjà? Parce que déjà, qui a mis en place un petit peu de la centralisation de logs? Bon, en fait, il y en a comme quelques-uns, c'est pas mal. Vous l'avez mis en place avec directement... qui l'a fait en TCP, UDP en mode centralisé? Personne. Qui l'a fait avec une stack ELK? Ok. Donc c'est plus qu'une stack ELK. Vous allez avoir le même concept du coup, qu'une stack ELK, vous envoyez tous vos logs à Logstash du coup. Dans ce principe-là, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir avoir un buffer. Kafka, il va vous servir en très gros, comme un buffer de message, qui va lui être traité derrière, pour être ensuite mis dans Elasticsearch, par exemple, en ce que vous voulez.
Pour faire tout ça, vous avez un module qui est fourni dans RSysLog depuis quelques temps maintenant, 2 ans et demi, qui vous permet justement d'envoyer tous ces messages dans Kafka. Donc les lire ou les écrire dedans. Je vous parle de RSysLog parce qu'il est connu justement et que les autres de manière générale le connaissent, et qu'il est open source et qu'il est quand même réputé assez stable. Ce projet a quand même plus de 15 ans maintenant. Donc, pour les autres de manière générale, c'est un gage de stabilité. Pour moi, même si j'ai un peu changé dans cette optique, je considère quand même qu'un projet qui est aussi vieux de manière ops, ça va quand même permettre d'avoir une certaine sérénité d'esprit sur le logging. Par contre, et du coup, vous avez la déclaration qui est déjà faite. CentOS, il intègre déjà par défaut, à 50% ou 70%. Enfin, vous avez déjà tous vos logs. Vous avez juste à remonter vos logs d'application. Et vous avez tout. C'est pas la seule option, bien entendu. Vous avez FluentD, vous avez Bit dans la stack Elastic, vous avez plein d'autres solutions qui vont vous permettre justement de remonter ces logs. Mais je vous parle de RSysLog parce que justement, c'est celle qui sera potentiellement la plus facile à faire adopter. Donc là, c'est un exemple de fichier de configuration pour RSysLog. Alors, n'ayez pas peur. Hein, c'est le slide, je crois, le plus gros qu'on ait. La syntaxe, elle est due à RSysLog, hein, essentiellement. Mais ce qui est mis en avant, c'est ce qui va nous intéresser. Ce que vous voyez en bleu, là, c'est juste qu'on va être capable de timestamper nos fichiers de log. Ça, c'est la syntaxe RSysLog. Hein, il n'y a rien de magique dans ce qu'on représente là. On va être capable de rajouter un peu de contexte à nos logs, à l'image des tags qu'on a pu coller sur le démon Docker tout à l'heure. Rajouter des contextes à nos logs, ça va nous permettre de faciliter le filtrage et l'agrégation et de faire la corrélation, de savoir que cet événement-là s'est passé sur tel serveur. Ça a peut-être une implication parce que vous savez que ce serveur-là, il est dans tel rack et que ça se trouve, c'est pas le premier à avoir le problème. J'en sais rien. Passons. On va rajouter d'autres types de contextes peut-être un peu plus custom, comme là on peut voir en vert le app name, qui pourrait être par exemple le nom du microservice. C'est un tag qu'on a rajouté de manière arbitraire, hein. Vous pouvez rajouter les vôtres, ça marche. Après on lui dit qu'on pousse tout ça en JSON. Alors nous on aime bien le JSON pour les logs, parce que c'est plus facile à analyser derrière, on peut rajouter pas mal de contexte encore dans le message. C'est-à-dire que nous, développeurs back, on peut aussi mettre du contexte dans nos lignes de log, en plus de ce que notre ops pourrait rajouter. Vous imaginez un peu la quantité de contexte qu'on pourrait avoir. Et enfin, pour plugger tout ça, donc ça c'est juste pour décrire le début, c'est pour décrire le formatage du message qui va être généré par RSysLog. Et en fait, il y a une ligne magique, entre guillemets, qui va permettre de plugger donc, le démon RSysLog sur la file Kafka. C'est cette ligne qui est tout en bas. Donc on lui dit qu'il fait une action de type OM-Kafka pour appeler le module OM-Kafka de RSysLog. Il va aller pousser ça sur une topic qu'on a appelée, nous, upplug. On lui donne la liste des brokers, et puis on lui rattache le format qu'on vient de décrire. Et là, juste avec ces, entre guillemets, juste ces 20 lignes de code là dans un fichier de conf, que vous pouvez complètement automatiser, vous avez un RSysLog qui est capable de pousser dans une file Kafka. Voilà. Et avec la petite configuration d'avant sur votre démon Docker ou Rocket, en fait, si vos développeurs back poussent leur log sur stdout, assez rapidement, j'arrive à avoir tous mes logs qui sont poussés dans du Kafka. Tous. Donc j'ai déjà un gros buffer de toute ma centralisation de log. Voilà. L'énorme intérêt de Kafka, c'est que derrière Kafka, on peut avoir différents types de consommateurs. C'est-à-dire que Kafka, c'est un broker de messages, on peut voir ça comme ça. Et dans les consommateurs qu'on pourrait avoir, on va certainement en avoir un qui va aller pousser ça dans un Elasticsearch, parce que c'est quand même assez approprié d'utiliser une base de données orientée full text pour faire de la recherche sur du texte. Et nous, on utilise pas mal Kibana, qui est une vue qui permet de faire de la recherche et du rendu de ces requêtes dans nos logs. Alors, on peut avoir des résultats qui sont sortis de manière un peu numéraire, qui peuvent être de la vue business aussi, hein, sur, je sais pas moi, du coup, le nombre de commandes qui ont été passées sur le site de e-commerce sur les dernières 24 heures, mais aussi peut-être sur la localisation des gens, etc. Il n'y a pas de problème. C'est assez sympa. Si vous avez suivi le slot tout à l'heure d'Aurélien et de Pablo, ils ont parlé aussi de Greylog, qui est un équivalent à cet outil-là. Ça a un énorme avantage d'être aussi open source. Voilà. Donc attention quand même quand vous faites ça. Vous avez quelques pitfalls à faire attention. Le premier, c'est de ne pas oublier d'ajouter du contexte. Si vous n'avez pas de contexte, vous ne pouvez juste pas comprendre d'où viennent vos logs. Du coup, vous avez une superbe masse de logs que vous avez indexés, mais vous ne pouvez pas en donner sens.
Donc attention, on n'est pas obligé d'ajouter du contexte. Le deuxième point, c'est attention aussi à ne pas tout filtrer. Parce que de manière générale, ce que vous allez faire, vous allez dire j'ai trop de logs, je ne veux pas avoir tout ça. Par exemple, comme j'ai envoyé tout R6 log, je me suis retrouvé à avoir mes logs de connexion, SSH, de tentative, etc., d'audit, ou SE Linux peut-être, et j'en passe. Donc, les autres me comprendront peut-être un peu, dans le sens où vous allez avoir une masse de messages que vous ne voulez pas forcément voir. Mais attention à ne pas trop filtrer. Si vous filtrez trop, vous ne pourrez peut-être pas avoir des informations pour peut-être créer des métriques métiers. Imaginons que vous avez décidé de filtrer tout ce qui est transactions qui se passerait du point de vue commerce, ou peut-être sur une API tout ce qui est appel, parce que en fait, dans vos access logs, ça vous embête de voir 10 000 fois l'occurrence, ce que appelé l'appel d'API, machin. Peut-être que ça vous embête parce que vous voyez passer. Par contre, le jour où vous aurez faire un dashboard avec, vous aurez été content de l'avoir, finalement. Deuxième point quand même, c'est récupérer les métriques. Avoir des logs, c'est bien. Ça vous donne une première vision de métriques peut-être pour construire des choses avec. Avoir des métriques derrière qui vont pouvoir vous jauger peut-être des latences et autres, c'est mieux. Donc quand vous avez ça, du coup, comment on peut le faire? Alors déjà, je vois arriver les personnes qui utilisent AppDynamics, APM, tout système d'APM, en fait, AppDynamics, New Relics et d'autres. Mais moi, j'ai déjà payé ma licence et j'ai un agent qui utilise du tracing pour directement récupérer mes métriques. Et du coup, j'ai pas besoin de réfléchir. Tout ça, il va voir l'application puis il récupère tout. Vous pouvez toujours l'utiliser. En général, ces providers fournissent des agents qui vont marcher avec Docker. Du coup, vous allez pouvoir l'utiliser pour au moins récupérer les infos Docker. Maintenant, en effet, vous perdez la capacité de récupérer des métriques presque automatiques sur les applications. Mais est-ce un mal, en fait? Parce que dans l'assemblée, est-ce que vous utilisez vraiment toutes les métriques que peut vous remonter ce type d'outil? Par exemple, le fait que vous utilisez toutes. Par exemple, le fait que vous avez 18 GC par seconde et que ce GC prend 300 millisecondes, est-ce que c'est utile? Des fois. Voilà. Donc du coup, ça a quand même une sacrée flopée de métriques que vous n'avez pas forcément utilisées. Donc il va falloir que vous les implémentiez. Mais en fait, ça peut avoir du bien de les implémenter nous-mêmes. En fait, l'avantage de générer ces métriques et de les récupérer nous-mêmes, c'est de personnaliser un peu en fonction du besoin du microservice ou du service qu'on est en train de rendre dans notre conteneur et d'aller sortir les métriques qui sont concrètement intéressantes. Je ne sais pas, moi, vous faites du high frequency trading et vous avez besoin d'avoir de la métrologie sur le temps de traitement d'un message. Parce que pour vous, vous jouez à la milliseconde et la moindre perte de temps, elle est importante. Donc vous calculez le temps que prend chaque étape de votre process. Donc il faut... là, il n'y a pas le choix, même si vous avez déjà des outils qui existent, entre guillemets, ça va être compliqué de ressortir ce genre de chiffres, alors que si vous l'implémentiez vous-même, quelque part, vous auriez exactement ce que vous voulez assez rapidement. Et soyons honnêtes, c'est assez rare que ce soit difficile à implémenter. Donc les logs, c'est bien, mais pour ce qui est de partie métrique et log, on a souvent besoin de choses qui sont assez événementielles et repérées dans le temps. Donc, qu'est-ce que je fais, par exemple, des métriques système et business sur ces chronologies et il reste toujours le problème des applications, effectivement. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme métrique, comme outil pour récupérer ces métriques? Alors, il y a différents éléments. Donc là, on va partir plus sur la partie système. On va trouver différents frameworks qui permettent de récupérer ces métriques système. Donc il y a Metrix, Common, Scales, qui sont des frameworks assez orientés langage et technologie, qu'on peut mettre avec le code back à côté, dans notre conteneur, si on souhaite. Il y a aussi des parties plus système, pour le coup, pour aller récupérer des métriques comme la consommation CPU, la RAM, l'occupation du disque, ce genre de choses. Là, on va plutôt utiliser des outils comme Telegraph, CollectD, que j'apprécie particulièrement, comme vous allez pouvoir le voir, et c'est Advisor, par exemple. Eux, ils font déjà pratiquement tout le travail de la récupération des métriques système. Une fois qu'on a collecté tout ça, c'est bien beau, mais il faut encore le stocker. Et pour bien faire, on va les stocker dans une base de données orientée temps. Alors, ce n'est pas une base de données SQL, c'est une vraie base de données orientée temps. C'est-à-dire qu'elle est capable de vous apporter des fonctions de recherche dans le temps, de faire de l'agrégation, des dérivés, des calculs, et éventuellement de l'agrégation. Donc on va parler de Prometheus, InfluDB, Graphite, etc., pour ne pas les nommer.
Alors attention, en général, ce genre de base, on les utilise justement parce que par rapport à... je vais rassembler directement, je vois les personnes qui ont utilisé des stacks ELK qui se disent bah, ELK, je peux déjà faire tout ça. Il y a un petit avantage avec ces bases, c'est que vous pouvez faire du rééchantillonnage. C'est-à-dire que les données qui sont plus vieilles que de 60 jours, 120 jours, vous pouvez leur dire bah, en fait, maintenant, je veux plus une précision à la seconde, je veux une précision à la minute. Parce que ben, j'ai plus besoin de tant de précision que ça à ce moment. Du coup, ça permet de faire de la récupération, enfin de gagner de la place, de faire de la compression, de faire pas mal de choses qui font que ça va vous prendre moins de place et gagner un historique. Alors que vous ne pourrez pas le faire avec des bases comme Elasticsearch, potentiellement. Donc, du coup, CollectD. Déjà, CollectD, c'est une proposition ici, comme disait Jean-Pascal, il l'affectionne particulièrement. Je l'aime bien aussi dans le sens où il est quand même très léger. Il est open source et léger. Il est en C. Donc, il fait une collection métrique qui est capable d'être faite toutes les demi-secondes. Et il prend 0% de CPU. Donc c'est très très léger, ça vous permet de récupérer les métriques pour tout. Et il est très pluggable. Vous avez une collection de plugins qui sont pour tout ce que vous voulez, que ce soit des bases de données, que ce soit du Docker, que ce soit du Rocket, que ce soit peut-être même des middleware, autre chose comme justement Tomcat, Glassfish, WebSphere et j'en passe. Tout ça est supporté, vous avez une liste complète qui est disponible sur leur site. Du coup, il est très fourni et maintenu par la communauté. Là, la configuration du coup de CollectD. Alors, la configuration est assez simple en soi. Vous avez le nom du serveur là-haut. Ensuite, la liste de plugins. Donc ça, c'est tous les plugins qui sont en bleu ne demandent pas de configuration. Là, vous les chargez et ils se débrouillent pour découvrir tout ce qu'il y a sur le serveur et le récupérer. Ensuite, vous avez l'écriture à graphite, qu'on en parle un peu plus bas. Et un petit exemple avec le plugin TCPCon, qui est chargé par défaut, qui permet de juste surveiller des connexions. Donc là, je lui dis de récupérer tout ce qui est sur le port 25, qui est destination du port 25. Donc ça, c'est des SMTP. Du coup, là, je récupère toutes ces infos, mais il faut bien que je les écrive quelque part. Donc là, on a pris le parti de faire un exemple avec Graphite. Je vais écrire toutes mes métriques sur un Graphite, du coup. Donc c'est la stack Carbon Graphite, mais en général, qui va vous permettre de stocker des métriques. Donc c'est une base time series. Je leur dis, écris-moi sur ce nœud-là et préfixe-moi tout de ce préfixe. Le préfixe étant myMetricsProd. Donc là, ça va vous permettre assez simplement de pouvoir faire de la catégorisation par environnement. Disons, j'ai un cluster de dev, un cluster de prod, un cluster d'inté. Vous pouvez juste mettre ça comme préfixe et l'application n'a pas besoin de le savoir. Elle se fiche du fait qu'elle soit sur int, sur dev ou autre chose. C'est transparent pour elle. Du coup, elle envoie ses métriques localement ou autre. Et ça s'occupe de faire directement la séparation. C'est quand même plutôt bien. Et voilà un petit exemple du coup de comment on peut utiliser tout ça. Donc là, c'est Grafana. Donc, ça s'utilise derrière avec plein de time series. Donc, Graphite est un exemple. Par contre, vous allez avoir aussi Prometheus, vous allez avoir InfluxDB, vous allez avoir peut-être même Elasticsearch si vous voulez, si vous avez vraiment utilisé cette base-là. Du coup, ça va vous permettre de faire des agrégations et des métriques. Donc, vous avez un petit exemple ici qui sont des comptes simples. Ça va permettre de compter la mémoire utilisée, le stockage utilisé. Ça va avoir des histogrammes sur le temps. Et justement, avec petit exemple, justement, en disant, ben, là, j'ai tagué mes conteneurs et du coup, je les récupère en taguant mes métriques. Du coup, là, je sais que pour chacun de mes conteneurs, le Docker Dash, par exemple, il utilise 0,1% de CPU. Jenkins utilise jusqu'à 0,09, Nexus 0,38, etc. Du coup, vous avez un usage par conteneur. Et tout ça sans devoir vous dire, ben, je sais que j'ai lancé ça à cet endroit, et du coup, j'ai lancé mon agent ici qui récupère ça à cet endroit. C'est transparent. Mais du coup, c'est plutôt bien intégré. Bon, alors quand même, attention, il y a quand même quelques pitfalls aussi pour la métrologie. Déjà, les dashboards que vous allez réaliser, vous allez très vite en réaliser énormément, parce que vous allez voir tout visualiser. C'est une très bonne chose, hein, ceci dit. Le vrai problème, c'est que tous les dashboards et quel que soit l'outil de dashboarding que vous allez utiliser sont généralement très très liés au nommage de vos clés dans votre métrologie. Donc dès le début, faites attention à la nomenclature que vous allez mettre en place pour nommer vos métriques. Parce que le jour où vous voulez rajouter un niveau, parce que je sais pas, vous allez dans une nouvelle région et que vous n'avez pas prévu que vous vouliez localiser, avoir des métriques liées à une région donnée, par exemple l'Europe par rapport à l'Asie, eh ben, vous allez être marron, vous allez être bon pour renommer, et renommage veut dire refaire tous les dashboards. Aïe. Après, attention à ne pas surcharger quand même cette convention, à ne pas mettre trop d'éléments dedans. Il y a certaines bases de données time series comme InfluxDB qui permettent de labelliser des métriques. C'est-à-dire qu'on labelliser, c'est-à-dire donner un contexte optionnel à la métrique que je ne serais pas obligé d'avoir partout et qui va me permettre de requêter plus facilement l'outil de time series par rapport à ces labels que je viens rajouter. Donc là, on a un peu une représentation de l'architecture finale qu'on pourrait entrevoir en fonction de la métrologie, de la métrologie et du monitoring.
Donc à gauche, on retrouve donc, la partie log aggregator avec par exemple Kafka qu'on va pousser dans une base Elasticsearch. On a un outil de dashboarding comme Kibana qui va nous permettre de nous faire le rendu. Et de l'autre côté, pour la métrologie, je vais avoir un équivalent avec, comme on l'a proposé éventuellement, Graphite ou InfluDB et Kafka. Vous allez me dire, ça fait un peu compliqué. En fait, j'ai presque envie de vous dire, il n'y a que 2 outils pour aller interroger, requêter respectivement le monitoring et la métrologie. C'est mieux, je pense, que ce qu'on pouvait faire avant. Avant, on avait souvent autant d'outils que de middleware. J'allais acheter un outil de supervision pour mon Tomcat, un outil de supervision pour mon WebSphere, un outil de supervision pour mon Rabbit, etc. Et au final, Ops, pour avoir une vue corrélée de ce qui se passe sur l'ensemble de la plateforme, j'avais 14 outils à aller interroger. Autant dire que pour faire la recherche, l'investigation, le diagnostic de ce qui se passe sur la plateforme, c'était très compliqué. Là, j'ai quasiment que 2 outils à interroger, ce qui est plutôt pas mal. C'est bien beau parce que maintenant on a une supervision, on va avoir une super espace vision, du coup pas une supervision de tout ce qu'on a en place. Du coup on peut voir ce qui se passe en live sur l'application. Par contre, s'il y a un problème jusque-là, ben, j'en sais rien. Je suis pas alerté. Donc c'est bien beau tout ça, maintenant je voudrais quand même savoir quand il y a un problème. Non, j'aime pas être posté devant des écrans, devant 3 télés qui sont accrochés au mur et en train de les surveiller s'il n'y a pas un truc rouge. Je préfère faire les choses plus productives en fait. Du coup, en partant de là, on va commencer par déjà faire des checks qui sont un peu plus significatifs. Première chose, faire des checks sur les points névralgiques. Donc, se dire que je monitore les points d'entrée, les points de service. Et peut-être moins monitorer mon slash elf qui est sur Jenkins par exemple, ou sur Glassfish ou autre chose, ou en tout cas sur mes services que je supervise, et me dire, ça répond. Ouais, mais est-ce que le service est fourni en fait? Ça, tout ce que ces endpoints disent en général, sur ces middleware, c'est je suis vivant, je tourne. Par contre, l'application qui est dedans, pas forcément. Donc, attention du coup à implémenter un endpoint sur l'application elle-même qui va permettre de dire oui, je suis vivant. Sinon, en effet, ça ne sert à rien. Et je rends le service. Et je rends le service. Parce que je suis vivant, c'est aussi pas très utile. C'est-à-dire, ok, ping 200, je suis là. Ouais, mais mon consommateur RabbitMQ et puis le fait que je rende le service derrière ou ma connexion à Couchbase, à MySQL, ben, elle est morte. Ouais, mais je rends le service, tout va bien, 200. Non, ça c'est pas un health check justement. Donc attention à bien implémenter des health checks qui symbolisent réellement l'état de l'application. Mais petite idée qui a été utilisée, que j'ai pas mal conseillé chez les clients, c'est aussi le fait d'implémenter des balises end-to-end. C'est-à-dire que vous avez une application microservice qui du coup a des traitements qui sont chacun indépendants. Du coup, chacun a un health check. Vous pouvez aussi implémenter des balises qui vont entrer par le point d'entrée de l'application normale, et derrière vous allez pouvoir faire un check à la fin, par exemple en base, celui-ci supposé arriver en base, pour vérifier que tout a été traité et que c'est bien passé par tous les points qui sont supposés. Du coup, ça va vous garantir le fait que l'application est réellement vivante et qu'elle se porte bien de manière globale. Dernier point, monitorer votre cluster. Parce que du coup, lui aussi, en fait, il est capable de vous donner un état global de votre application. Vu que vous avez implémenté des health checks, que vous avez déployé votre application dans l'orchestrateur qui, du coup, utilise ces health checks, donc vous allez pouvoir avoir une vue agrégée de tous ces health checks. Et vous dire, bon, bah, ce gros d'application, il est OK, ou il ne va pas très bien, il y a 2 applications qui sont mortes. Ben, ça, vous pouvez le savoir. Mais juste avec un seul endpoint, au lieu de devoir pinguer manuellement chacun des services et dire, écoute, celui-là il est vivant, celui-là il est mort, celui-là il est vivant. Non, j'ai une vue agrégée. Et en plus, elle est gratuite. Elle est fournie pour l'orchestrateur. Autant l'utiliser. Point suivant là-dessus, et ça, j'ai tendance à beaucoup le marteler, il faut être proactif. Proactif, ça veut dire, quand vous avez un problème d'espace disque, un problème qui est, par exemple, je parle de l'espace disque dans le sens global pour, par exemple, votre base de données. Je parle d'espace disque peut-être aussi pour votre stockage S3, parce que vous avez du S3 peut-être qui est on-premise. Je parle aussi peut-être de comportement business, du type j'ai plus de commandes à minuit, alors que d'habitude j'ai des commandes. Tout ça, vous pouvez en fait le savoir. Si vous avez des métriques, avec un historique de métriques, vous pouvez faire des analyses comportementales, de manière à savoir que entre 8h et midi, c'est mon heure de pointe, je suis censé avoir en moyenne 200-300 commandes par seconde. Je fais un check qui, du coup, sur cette supposition, sur cette période, ben, il voit qu'en fait, ben, en ce moment, mon pic, ben, j'ai plus de pic, j'ai 2 commandes. Il se passe peut-être quelque chose. Pareil sur les tendances. Vous allez avoir des tendances de remplissage sur les disques. Vous allez regarder la courbe d'augmentation la pente de la courbe pour l'augmentation de votre espace disque. Si vous voyez que cette pente va très vite, vous allez pouvoir faire de l'alerting pour dire attention, moi, dans 5 heures, par exemple, mon disque est full.
Du coup, vous n'allez pas être alerté à 2 h du matin pour vous dire mon disque il est à 90%. Vous allez pouvoir le savoir avant, travailler avant, faire les choses en amont. Donc attention à être proactif et essayer toujours de faire des checks qui vont pouvoir vous éviter d'être réveillé la nuit. C'est bien de ne pas être réveillé la nuit quand on est d'astreinte. Donc ouais, c'est comme vient de le dire très justement Jonathan, il ne faut pas hésiter à surveiller plutôt des tendances plutôt que des seuils. Hein. Le fait que moi aussi j'aime pas être réveillé à 2 h du matin pour me dire que le disque est full à 100% alors que j'aurais pu le savoir à 20 h. Je pense que c'est vrai pour tout le monde et c'est important d'être alerté. L'alerting est important. Comme on le disait, les ops, il ne faut pas croire, ils ne sont pas là à regarder des écrans à longueur de journée pour voir des boutons passer du vert au rouge. Donc c'est pas leur boulot, c'est pas là où ils ont le plus de plus-value. Et par contre, qu'on les notifie quand il y a un problème, ça c'est bien. Du coup, plutôt surveiller les tendances et ne pas hésiter effectivement à faire des comparatifs par rapport à ce qu'on pourra avoir sur des données business. Donc attention, vous pourriez quand même vous faire mal avec tout ce qu'on vient de vous dire là. On a présenté pas mal d'outils et en plus de ça, on a à peine effleuré la partie architecture avec tout ce qui est conteneur et c'était pas le but de ce slot. Hein. Mais il y a beaucoup d'outils, il faut les configurer, les mettre en place. Potentiellement, les serveurs ils vont scaler. Ça nécessite quand même de faire un peu d'automatisation. Enfin, pour moi, c'est un prérequis toujours. Nous, on fait beaucoup d'infra as code, on s'appuie pas mal sur Terraform. Il y a d'autres choses comme CloudFormation, effectivement, ou Google Deploy Manager, qui sont des stacks qui sont prévus par les cloud providers respectifs. On va parler aussi d'Ansible, de Solstack, qui sont des outils qui nous permettent d'automatiser la configuration. Terraform, ça permet de gérer les ressources, en clair. Donc il ne faut pas hésiter à en abuser pour aller même configurer du coup, les différents outils qu'on aurait pu vous présenter sur ce support, comme Grafana, Graphite, tout ça. Ben, on peut les automatiser au niveau de leur installation aussi. Hein. Voilà. Je vous le recommande même. Et il ne faut pas hésiter, par exemple, sur tout ce qui est dashboarding. J'ai dit tout à l'heure, on va être amené à créer énormément de dashboards et ça va être souvent la même chose. Vous avez 40 microservices différents, mais ils sont tous en techno Java, admettons. Vous allez peut-être vous faire un dashboard qui vous sert de template pour remonter toutes les métriques Java et un autre pour les autres technos, j'en sais rien. Mais pas hésiter à en abuser des templatings, parce que même en cas de renommage, eh ben, ça va vous simplifier la vie. Il y a pas mal de doc qui est fourni par l'outil en question. Il faut faire aussi attention à la volumétrie de données que vous allez collecter, que ce soit aussi bien pour les logs que pour la métrologie. On a tendance à faire un peu le fourre-tout là-dedans. Et en fonction de la rétention que vous allez vouloir garder et de la quantité, vous allez vite avoir un seuil critique sur vos disques et avoir besoin d'énormément de grosses machines aussi pour stocker tout ça. Est-ce que c'est réellement intéressant de garder une précision de métrologie sur des CPU à la demi-seconde, même si Collecté le fait très bien, sur 2 ans? Peut-être pas. Donc ne pas hésiter à se challenger un peu là-dessus. Est-ce que 15 jours, ça suffit pas? Et si c'est au-delà, est-ce que je peux pas agréger, par exemple? Pour les logs, pareil. Est-ce que c'est intéressant de garder les logs sur les 10 dernières années? Alors des fois, on a des contraintes réglementaires sur ce genre de choses, hein, mais c'est une contrainte. Si vous n'en avez pas, posez-vous la question, est-ce que c'est intéressant ou pas? Et ne sous-estimez pas la volumétrie que vous pourriez atteindre, même sur des petits projets. Si votre projet marche bien, ce que je vous souhaite, il va grossir. Est-ce que vous avez des questions? Là, dans ce que vous avez présenté, le collecté, vous le faites tourner sur le host ou dans le conteneur? Parce que si c'est dans le conteneur, vous avez 2 process. Sur le host. Du coup, vous ne supervisez plus. Si par exemple vous voulez faire un collecté sur, je sais pas, un Tomcat, vous n'avez plus de métriques dessus. Vous avez juste les métriques classiques du host. Il n'y a rien qui m'empêche dans mon appli de remonter les applis du Tomcat, les métriques du Tomcat. Faut le faire. Oui. Et oui. Du coup, ouais. Mais ça se fait bien. Hein. L'idée de le faire, du coup, c'est ce qui permet ensuite d'avoir une précision plus élevée sur ce qu'on va pouvoir remonter. C'est-à-dire qu'au lieu de remonter la taille de la pool de connexion à la base de données qui fait 10 sur 25, je vais pouvoir remonter le nombre de requêtes SQL qui se sont faites sur la base, je vais pouvoir remonter le temps de latence sur la requête à la base, je vais pouvoir remonter ce genre de choses. C'est pas courant. Enfin, c'est vraiment un gros effort qui va être à faire côté C'est un effort qui va coûter une story de 2 à 3 jours de développement et qui sera implémenté parce que c'est qu'une métrique et c'est des frameworks qui permettent de faire simplement. Et alors, j'avais une autre question, quid des stack traces? Ouais. Souvent, elles sont loguées ailleurs, pas
du coup, quand tu vas mélanger des logs applicatifs, d'autres applicatifs, puis s'ils crashent, tu vas avoir une grosse stack trace de 120 lignes qui va être en plein milieu. Oui, elle sera remontée comme tout log en fait dans la sortie la sortie STDR du coup, donc la sortie d'erreur de l'application. Du coup, elle sera remontée dans R6 log. Et elle sera contextualisée comme telle. Ok. Voilà. Donc c'est ce qui est très pratique du coup justement avec le fait de remonter ça de RSS log, c'est qu'il permet de remonter tout ça en une fois sans trop y réfléchir. D'autres questions ? Par rapport aux métriques GVM, ils sont remontés où en fait? Les Pardon? métriques GVM en fait, ils sont pas remontés? Ou vous faites comment? Alors, il n'y a rien qui empêche pour les métriques de VM. Donc, la question, c'est comment on fait pour remonter les métriques de ma VM, par exemple. Après, il n'y a rien qui vous empêche de collecter au niveau de votre application vos métriques de VM et de les pousser directement sur le graphite ou le carbone, si vous voulez vraiment. Il n'y a rien qui empêche ça, à rigueur. Ça peut toujours se faire. Ce qu'il faut se dire, c'est que le fait d'utiliser justement CollectD ou Telegraph ou autre sur la machine parente, c'est ce qui va permettre justement de remonter ces métriques. Donc en fait, les métriques parentes vont aussi pouvoir être remontées. Maintenant, on peut les catégoriser de manière à écrire ça d'une certaine manière à savoir que c'est une écriture système et pas applicative, mais rien ne l'empêche de la remonter en réalité. Justement, en utilisant CollectD ou Telegraph sur la machine parente, elle-même qui va se connecter à Docker pour récupérer les métriques des conteneurs, qui eux-mêmes vont remonter justement des métriques détaillées par conteneur. Alors on va devoir s'arrêter là, je crois, parce que c'est l'heure d'aller prendre le buffet. Merci à tout le monde d'avoir participé.